Allô, Paul. Ok, il y a Vincent qui va. Tu m'entends? Oui, oui, Ouais. je t'entends. Ok, trop cool. Il y a Vincent qui arrive. Je viens de lui renvoyer le lien. Ok. Je pense qu'il va pas tarder à se connecter. Paul, Ouais. est-ce que tu veux que je te fasse host? Ça implique quoi? Ça implique que tu as la main dans tous les trucs, tu vois. Donc, en gros, Euh, c'est soit toi, soit Bart. ouais. Du coup, tu peux donner la parole à quelqu'un, tu peux démuter son microphone s'il veut parler. Tu vois, tu as la main sur tout, en fait. C'est que Ok. Comment c'est ça soit marche? toi, soit Bart. Comme ça, moi, je peux faire autre chose. Ok. Bah, j'ai jamais utilisé l'outil. Du coup, c'est comment ça marche pour devenir host? C'est Enfin, moi qui le fais. donc tu me passerais la main et ensuite, quand quelqu'un veut parler, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Hello. Salut Vincent. Salut Vincent. Ton micro est coupé, je pense. Ouais, ça y est. Ouais, on a évité le moment gênant de bug du début. Comme d'hab. Ouais. Est-ce que si ça vous convient et qu'on voit que tout marche, je peux vous me reconnecter dans 5 minutes Bien ou sûr, ouais. 10 Oui, minutes? Nickel. tout à fait. Vas-y. Ça vous dérange pas? Non, pas de Non, non. souci. Ok, je me reconnecte dès que possible dans pas très longtemps. Ça Merci. marche, parfait. Ok. À toutes. À tout. Euh, Non, dans ces cas, Paul, je pense Bart, il n'aura pas un problème de prendre la main, non? Ouais, parce que, mais juste si tu m'expliques ce qu'il faut faire, en gros, comment je sais qui est-ce qui parle, par exemple? Euh, donc, en gros, tu vas voir. euh, Attends. Euh, Par exemple, si les gens ont des questions, ils les mettent dans Q et R, c'est ça? c'est ça. Donc après, j'ouvre Q et R, je vois la question. En fait, tu vas. Attends, moi, je peux pas poser des questions. Ouais, moi Mais non si plus. quelqu'un a une question, tu peux décider de les faire en live. Tu peux décider de le faire par écrit. Tu peux décider de lui donner la parole. Ce n'est pas hyper compliqué, hein, c'est assez instinctif. Ok, Voilà, simple question, tu vois. Donc, ok. moi, je peux voir là, answer live, type answer. Merci beaucoup, le participant, de nous aider. Donc, tu peux répondre, une fois que tu as répondu, les questions passent qu'ils ont été répondues. Après, tu peux, sur les attendees, ok, je t'ai fait host et je vais t'expliquer le truc, ok? Vas-y. Ok. Ah, mais si c'est bon, je vois. Attends, parce qu'on me parle, du coup, je n'arrive pas. Marc. Ok. Attends. Make host. Ok. Donc, du coup, maintenant, tu es host. Donc, tu vas aller sur les attendees. Donc, à droite, en bas, tu vois la barre participants. Mhm, Et après, si tu tapes sur ça, tu vas voir deux onglets, deux panélistes et cinq mhm. attendees. Si tu vas sur attendees, sur chaque personne, quand tu vas taper sur le truc, tu vas voir allow to talk Ouais, ou je vois, voilà. ouais. Donc, c'est comme ça que tu fais. Ok, nickel. C'est bon alors. Ok? Yes, parfait, ouais. Bon, ben, je te laisse parce que j'ai d'autres trucs à finir. Ok, ça marche. Merci Valia.
Allô, allô. Yes, Ouais, salut. tu Voilà, nous entends? Hello. je ferme mes mails et tout pour éviter que ça fasse, tu sais, des notifs et tout. Hop, Ouais, un plaque. Facebook, bon, je sais pas comment on fait. Ouais. Hop, muet. Muet. Mettre en compte sourdine. Voilà. Et ben écoute, normalement, on devrait être bon. ok. Bah, de toute façon, on va se laisser 3-4 minutes le temps que tout le monde arrive. Puis Yes. après, on pourra se lancer. Par ailleurs, je ne sais pas si Arnaud est déjà revenu vers toi, mais du coup, Arnaud Chéniaud est le CMO du School Lab et il te passe le bonjour. Bah ouais, il m'a écrit par Facebook, Il a carrément. écrit, ok. Mais je savais pas. Mais du coup, il m'a envoyé un message. J'avais demandé s'il était derrière mon invitation, mais en fait, pas du tout. Il m'a envoyé un message en mode ah, tu passes pour donner une conf au School Lab et tout, c'est cool. Mhm. Ouais, en fait, on en a discuté en réunion lundi et puis il m'a dit, ah, Vincent, Ouais. je le connais bien. Ouais, bah ouais, je le connais, ça fait longtemps maintenant. Ça fait au moins plus de 3 ans quand on était au Nouma et quand on y est passé. Il est très très cool. Enfin, c'est Ouais, vraiment c'est un putain de type. Donc c'est cool. très cool. Et c'est une grosse perte du coup pour le Nouma, mais une belle voilà, opportunité Ouais, pour le School Lab. Pour le coup, il a un gros ouais, c'est sûr. réseau en plus. Donc En ce moment, il anime, je sais pas si tu as eu l'occasion d'y assister, mais il anime les Mo Talks, qui sont en fait il fait intervenir des experts, des scientifiques par exemple, sur des problématiques liées au confinement. ok. Mais ou par exemple, il a fait intervenir des explorateurs sur le confinement d'extrême, parce qu'ils ont été confinés, je crois, au pôle Nord pendant Ah ouais. plusieurs mois. Et du coup, voilà, il suit un peu l'actualité, mais en la poussant plus loin avec des intervenants qui ont vécu des situations plus extrêmes encore que le De contexte nous. actuel. Et c'est Ouais. hyper intéressant. Je te Ok, recommande d'aller ça voir. marche. Vous, du coup, comment ça se passe au School Lab? Vous faites quoi exactement en ce moment? Vous arrivez à Ouais. co-vivre avec la situation? Bah justement, là, une partie du programme d'incubation maintenant est digitale. Ouais, Et d'ailleurs, la plupart des entrepreneurs, enfin des personnes qui seront présentes dans le talk aujourd'hui sont des entrepreneurs du programme, d'accord. donc sont inscrits à la piscine. La piscine, c'est notre formation Ouais, coaching. digitale à l'entrepreneuriat, qui est née du confinement et du fait qu'on ne pouvait plus incuber en présentiel. Et voilà, donc c'est ça, c'est comme ça que l'activité startup a pivoté, c'est en passant tout en digital. Et dans ce cadre-là, on fait pas mal de webinaires. C'est aussi dans ce Ouais, cadre-là, du coup, qu'on souhaitait que tu interviennes. Et puis tout le contenu pédagogique, tout le coaching, l'accompagnement se fait maintenant en visio. ça marche. Ça marche. Ils sont contents Bah les écoute, incubés. ils le diront mieux que moi, mais ouais, on a plutôt des très bons retours sur le début d'incubation. Ok. Là, ils sont en semaine 3. La piscine est censée durer un mois. Donc, il reste la semaine prochaine. Et puis après, comme le confinement va prolonger, on va continuer en fait le Parce que programme vous n'êtes pas d'incubation du à tout distance. considéré comme, j'imagine, nécessaire ou quoi. Donc, vous voyez un retour à la normale quand, à peu près, vous donnez quel type de. Ah bah, pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas en mai, je pense. Ouais, bah ouais, non, ça c'est Donc, sûr. voilà. Juin, début juin, vous espérez ou. Honnêtement, on n'en a aucune idée. En plus, en fait, une partie de l'équipe du School Lab pourra être dans l'espace de coworking à partir de mai, mais ce sera un jour par semaine, d'après ce qu'on a compris. D'ici à ce que les startups puissent rejoindre l'espace de coworking, ça va être encore plus long. Ouais, parce qu'en plus, là, c'est vraiment enfin, l'objectif, c'est vraiment de réunir du monde au même endroit, quoi. Donc, Ouais. c'est pas effectivement le meilleur business Après, model. on arrive quand même à bien réunir en digital, on est plutôt content. Et puis quelque chose que Oui, permet la piscine, c'est que maintenant on a des entrepreneurs qui ont leur boîte au Liban, on a deux entrepreneuses qui sont à Los Angeles. cool. Donc Ok. ça apporte aussi une diversité qu'on n'avait pas forcément avant. Donc Ouais, ça a clairement. aussi du très bon. Mais c'est vrai qu'en vrai, je pense que ça nous force à trouver des opportunités qu'on n'aurait pas forcément imaginées auparavant et qui finalement peuvent être assez bénéfiques. Après, il faut voir ce qu'on perd par rapport à ce qu'on arrive à gagner enfin, dans cette situation, quoi. Donc, globalement, c'est plus difficile d'avoir un ratio positif, mais c'est vrai que ça peut déboucher sur des. Je sais pas si tu connais le Weiji en Chine, en chinois. Non, pas du tout. Du coup, une sorte d'histoire liée au mot crise en chinois. Ça se dit Weiji, du coup, et c'est deux mots, c'est crise et opportunité.
Et l'idée du coup derrière Symbolique, c'est que c'est durant justement ce genre de période un peu critique et un peu de crise où toute la situation est instable, qu'on arrive à créer justement des business ou des idées, innover, tu vois, parce qu'on est dans une situation qui est plus difficile, qu'on arrive à, voilà, avec ces contraintes, imaginer des trucs plus Ok. Ah, je connaissais pas le terme, mais effectivement, d'ailleurs, tu as un très bon article qui est sorti il y a un moment. Il faudrait que je retrouve la ref, mais qui montrait qu'en fait, beaucoup des startups américaines du top 500 actuels sont des startups qui sont nées sur 2007, Oui, 2008, c'est vrai. 2009, en Ouais, pleine c'est crise vrai, financière. C'est un peu vraiment. la même idée. Ok, bon, bah, écoute, il est 18h05, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement à se lancer. Du On est coup, déjà en bonjour. ligne là ou du coup? Ouais, on est une D'accord, ok. quarantaine de lignes là. Ah, j'étais pas au courant du coup. Heureusement que j'ai pas dit de bêtises. Ah, ok. Oui, oui. Ah oui, pardon. Tu pensais qu'on était en off. Non, les gens Ah sont ouais, je pensais qu'on était connectés. que tous les trois. Alors il y avait Valia, mais je ne connais pas du coup encore. Je me suis dit qu'on c'est juste une discussion, tu vois. Non, non, tout le monde est connecté. Enfin, les D'accord. personnes commencent à arriver à se connecter. De toute façon, on va se lancer, puisqu'en plus, tu dois partir assez tôt. Tu es attendu ce soir. Mais bon, voilà. D'abord, merci à tous d'être venus, à tous de vous être connectés, d'avoir rejoint du coup ce retour d'expérience, ce Rex d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'accueille Vincent, qui est le Bonjour. CEO de Gooddeed. Bonjour à tous. Euh, Bonjour Vincent. Gooddeed, c'est une startup qui a créé en fait une plateforme sur laquelle vous allez visionner des publicités. Et ce visionnage, en fait, va générer des dons pour des associations. Très brièvement, Gooddeed, du coup, c'est une startup qui a été créée en 2014. Vous êtes une quinzaine d'employés, si Ouais, je ne c'est me ça. trompe pas, actuellement. Vous avez récolté plus d'1 million d'euros pour des associations. Vous Ouais, 1 comptez, 700 000 euros. comment? 1 700 000 euros maintenant. 1 700 000, toujours plus. Vous comptez 350 000 membres actifs Mhm. Ouais, tu connais par cœur. et Très bien. une centaine de marques partenaires. Ouais, alors, franchement, j'ai pas le décompte précis, mais on travaille plus d'une centaine effectivement. Ouais. De toute Clairement, ça façon, se voit. on pourra revenir plus en détail sur ces chiffres qui, je pense, intéresseront aussi pas mal de nos entrepreneurs. Peut-être avant d'en venir à Gooddeed, moi j'étais assez curieux de savoir qu'est-ce que tu avais fait avant Gooddeed, qu'est-ce que tu as étudié notamment. Quelles études tu as fait? Carrément. Bah, du coup, donc c'est une question qui me revient assez souvent parce que la réponse, c'est j'ai pas étudié grand-chose. En fait, j'ai fait un bac S et puis ensuite, après le bac, comme beaucoup, je n'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire plus tard. J'ai commencé une prépa commerciale parce que je me suis dit que c'était compliqué d'obtenir une prépa et que si j'avais d'autres idées, bon, bah, je pourrais aller dans une autre filière plus facilement si je commençais par quelque chose qui était plus complexe à avoir. Et finalement, j'étais pas particulièrement scolaire. J'ai jamais été extrêmement mauvais, mais j'ai jamais été extrêmement bon non plus, très clairement. Mais du coup, c'est vrai que la prépa, ça me collait pas trop. L'école de commerce, derrière, j'avais pas de velléité, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc voilà, qui me plaisait particulièrement non plus comme parcours. Mais du coup, bah, en parallèle, je travaillais sur plusieurs idées, et notamment et majoritairement vraiment sur Goodid, à 90% de mon temps. Et franchement, je pense que j'ai plus passé du temps sur Goodid qu'en prépa pendant ma période de prépa, quoi, qui a duré 4-5 Ok. mois, hein. Mais voilà, du coup, bah, j'ai quitté au bout de quelques mois la prépa et je me suis lancé dans Goodid. Pas forcément avec beaucoup de courage parce que j'ai lancé du coup le site internet et la plateforme avant d'avoir quitté mes études. Donc j'ai vérifié que ça marchait un peu pour me baquer Ok. au cas où, voilà. Et puis j'ai vu que ça marchait, qu'il y avait ce qu'on appelle, mot que je n'avais jamais entendu à l'époque, hein, mais que j'ai appris plus tard, le product market fit. Et quand j'ai vu voilà, qu'il y avait des annonceurs, des associations et des internautes qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, on arrivait à réunir tout ça. Je me suis dit, bah voilà, la mayonnaise elle prend, allez, je me lance, j'y vais à fond. De toute façon, si je fais une école, après, je sais très bien que l'objectif ce sera de lancer voilà, une entreprise. J'ai toujours été porté par l'entrepreneuriat. Voilà. Mhm. Alors, est-ce que tu pourrais, c'est intéressant, tu as eu plusieurs idées avant de lancer Gooddeed. Est-ce que tu pourrais me parler de quelques idées que tu n'as pas, du coup, dont tu n'as pas fait de business et tant mieux. Alors, c'est vraiment pas des idées dont je suis particulièrement fier pour le coup. En fait, au début, donc moi, mon père est entrepreneur et ma mère travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis très longtemps, des postes très corpo, quoi. Donc, j'ai eu deux visions assez rapidement de ces deux mondes qui sont assez, pas conflictuels, mais assez différents. Et c'est vrai que j'ai plus été intéressé par l'entrepreneuriat. Et très rapidement, parfois je regardais par là parce qu'il y a ma copine qui est à côté et qui m'écoute. Et on a marre parce qu'elle a écouté 10 fois la même histoire. Quand je dis 10, mais c'est
c'est un supérieur à 10. Mais du coup, en fait, moi, j'étais plus effectivement tourné vers l'entrepreneuriat et j'ai eu plein d'idées. Je sais pas, dès mes 14 ans, je pense, j'avais déjà des idées de petits trucs à lancer, de trucs internet ou je sais pas quoi. Et puis, c'est à la lecture d'un livre de Muhammad Yunus lorsque j'avais 17 ans que ma grand-mère m'a offert. Ça, c'est du vrai storytelling, hein. C'est ma vraie vie, pas d'histoire derrière. C'est en lisant ce livre que d'idées très entrepreneuriales, mais qui ont à moitié vu le jour, je me suis dit que je pouvais y incorporer plus de sens et j'ai trouvé ça génial, justement, cette optique de créer une entreprise à vocation sociale avec un rôle plus important. Donc, rien à voir avec des idées que j'avais avant, mais par exemple, les idées que j'avais avant, c'était des trucs, des trucs un peu débiles, mais c'était sortir des chiens. Je sortais les chiens de mes profs. J'avais essayé d'imaginer une plateforme pour mettre en relation les promeneurs de chiens et les personnes qui avaient besoin de quelqu'un pour promener des chiens. Et surtout, le gros truc, c'était j'allais vendre des boules caisses. Donc, j'achetais des boules caisses en Chine sur Alibaba et j'allais vendre des boules caisses avec des potes devant les festivals ou devant les concerts. Et en fait, les gens essaient parfois d'avoir des boules caisses pour se protéger les oreilles. Du coup, on avait des slogans type je sais pas, les acouphènes, ça fait de la peine ou des trucs comme ça. C'était 2 euros la paire, 3 euros les 2 paires, bref. Et après, on avait commencé à donner les kits pour les boules caisses. Donc, il y avait la casquette, le t-shirt jaune, etc. On louait les kits à des potes qui allaient les vendre à notre place. Et puis un jour, on s'est fait arrêter par les flics parce qu'on n'a pas le droit, du coup, sans licence, de vendre des boules caisses. Surtout qu'ils pensaient qu'on vendait de la drogue parce que ça ressemblait à des cachetons, tu vois, de boules caisses et qu'on les trimballait comme ça. Bref. Chose que je ne conseille pas, mais qui m'a appris à avoir des initiatives entrepreneuriales et à apprendre à travailler en équipe, faire des petits trucs comme ça. Et je pense que c'était la meilleure école pour débuter, quoi. Ok, hyper intéressant. Je ne connaissais pas cette phase de ton parcours d'entrepreneur, du coup. Tu nous as un petit peu mentionné, du coup, la genèse en fait de Goodit, donc la lecture du livre de Mohamed Younous. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que j'ai l'impression, ça revient souvent comme un élément qui a été déclic. Ça a été, je pense, à la fois un déclic intellectuel et c'est à la fois ton entrée ta vraie entrée, si je puis dire, dans la vie d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup de ce livre et de ce qui t'a touché aussi? Déjà, je tiens à souligner, effectivement, comme tu l'as dit, c'est l'histoire de beaucoup d'entrepreneurs dans l'ESS en tout cas. Le déclic par un des livres de Mohamed Younous, moi, c'était pour une économie plus humaine. Et effectivement, le mec est très fort quand même. Enfin, je veux dire, même toujours aujourd'hui, c'est un papy, hein, il est quand même assez âgé. Et effectivement, il arrive à vraiment inspirer et c'est assez fort. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'inspirer. Et lui, c'est impressionnant, je trouve, à quel point il a réussi à faire passer de l'inspiration à l'action, quoi. Du coup, ça a été un peu le cas de mon côté. Moi, dans ce livre, en fait, après, du coup, moi, lorsque j'ai commencé, donc j'avais 17 ans, donc en fait, maintenant j'en ai 24. Donc, je me suis un peu créé en même temps que Goodit se créait. Donc, c'est un peu. Goodit a eu énormément d'impact sur moi, évidemment, j'ai eu énormément d'impact sur Goodit. Du coup, ma position sur l'entrepreneuriat social a changé au cours de ces dernières années. Évidemment, je suis toujours très fervent dans l'entrepreneuriat social, du livre notamment de Mohamed Younous, mais qui décrit un entrepreneuriat social, je trouve, assez très pratico-pratique, soit dans des grands groupes, soit pour des plus petites structures. Moi, maintenant, j'ai une vision, disons, un peu plus large de l'entrepreneuriat, je trouve. Enfin, non pas qu'elle soit restreinte, hein, celle de Mohamed Younous, je ne permettrai jamais de dire ça, ce n'est pas du tout le point. Mais je veux dire, je ne suis pas sûr que toutes les entreprises doivent être particulièrement sociales. Ce n'est pas mon combat particulièrement. Ma conviction, c'est que toutes les entreprises doivent avoir pour fondement un respect et une responsabilité sociale et environnementale. Donc, vraiment que chaque entreprise ait vraiment une mission, un rôle au sein de la société à laquelle elle répond et une utilité qui va au-delà de son produit, mais une sorte d'utilité de mission publique. Et du coup, c'est ça que j'ai ressenti un peu comme prémisse en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti dans le livre de Mohamed Younous, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'une entreprise, pas forcément sociale, mais en tout cas qu'une entreprise ait un objectif concret auquel répondre, une utilité avant de voir son objectif économique, lucratif pour les actionnaires voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool qu'une entreprise ait un autre rôle que seulement moteur économique, quoi. Ok, et comment est-ce que cette distinction, c'est un peu celle qu'on fait entre, en fait, j'ai l'impression que tu considères à la fois les entreprises qui sont vraiment dans l'économie sociale et solidaire, et à la fois tu as une définition plus large qui est plus d'entreprise à impact positif, c'est ça?
et où là, en fait, c'est avant tout rendre service à ses utilisateurs. Et, est-ce que c'est ça un petit peu la distinction que tu… Ouais, alors ouais, c'est effectivement en partie ça. Je pense que ça va un peu dans la lignée de ce qu'on essaye de faire, enfin, en termes politiques, hein, de la loi Pacte et des entreprises à mission. Alors, c'est très clairement controversé et voilà, on verra à quel point ça aboutit, etc. Et à quel point ça reste sur de la RSE, un peu plus on the side, ou est-ce que ça devient vraiment un sujet plus marketing, ou est-ce que vraiment ça devient la structure, je veux dire, la colonne vertébrale de l'entreprise. Mais c'est un peu cette idée de se dire qu'une entreprise, avant tout, a une utilité publique, avant même d'avoir un intérêt économique ou de profit pour ses actionnaires ou quoi. Par exemple, je suis pas mal inspiré en ce moment, en plus je profite du confinement par les modèles de coopérative ou enfin, voilà, c'est vraiment une mission d'utilité publique avant qu'elle soit économique. Bon, après, à définir, ça prendrait des heures, mais Ouais. Ok. Et est-ce que là, tu nous parles du coup de ce livre de Mohamed Younous. Est-ce que tu as d'autres livres inspirants comme ça que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent? alors je suis pas le plus grand lecteur, surtout sur des sujets économiques. Je pense à un qui m'a marqué, alors je sais pas pourquoi c'est celui-ci, mais j'en parlais il y a pas longtemps, c'est le livre d'Esther Duflo, donc, qui a gagné le prix Nobel d'économie récemment avec son mari. C'est Repenser la pauvreté, où elle parle beaucoup notamment du microcrédit, elle nuance aussi le microcrédit, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait une analyse à la fois macro et théorique, parce qu'elle est économiste, je crois, au MIT, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas aux États-Unis. Elle est française à la base. Mais elle donne vraiment son point de vue et voilà, elle va, je pense, pendant 1 an ou 2 ans même quasiment avec sa collaboratrice sur le terrain, voir dans plusieurs pays en voie de développement à quel point le microcrédit a pu avoir un impact ou pas. Et c'est assez intéressant d'avoir du coup les deux points de vue. Et en fait, on se rend compte à quel point, voilà, enfin, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une famille, à quel point c'est différent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'elle montre aussi à quel point le premier métier du monde, ça reste l'entrepreneuriat. Et en fait, chacun essaie de se débrouiller, en tout cas pour les personnes qui ont moins de structuration scolaire, économique qu'on a comme voilà, à Paris ou en France. Bah, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus facile parfois de se lancer. Donc, c'est quelque chose d'assez instinctif d'essayer de se débrouiller comme ça. Voilà. Et après, un autre livre, je pourrais pas te. Là, Non, en mais ce c'est moment, très bien, il est très intéressant. ouais. Je lis en ce moment super livre, mais je n'ai même pas le nom, sur les plantes, qui est génial, qui a un best-seller, qui est assez rigolo, sur la conscience des plantes. Je me souviens plus du nom. Bref, j'ai commencé Ok, avant ça. ok, super. Et du coup, enfin, il y a un autre, je pense, autre chose de très intéressant. Là, tu nous as parlé un peu de la jeunesse, de la jeunesse de Goodid, donc avec la lecture de ce livre. Et puis après, donc, tu te lances quand même en ayant déjà testé ton market fit, comme tu l'as dit très justement. Après, autre chose qui interpelle dans Goodit, c'est que tu as réussi à réunir finalement deux mondes, celui de la publicité et de la solidarité, qui étaient sinon opposés, au moins assez éloignés l'un de l'autre. Comment ça s'est fait, comment ce rapprochement s'est fait? Quelles conséquences ça a eu sur… Alors déjà au début, c'est pas fait, très clairement. Moi, j'étais entre les assos à tirer d'un côté et le monde publicitaire à tirer de l'autre. Alors, ils se connaissent, hein, ces mondes, parce que les communicants, ils font souvent soit des dons, enfin, ils sont souvent approchés par des associations ou alors les agences de com, etc. Elles participent régulièrement à des concours, à des prix, tu vois, mais plus sur le contenu des pubs, pas forcément sur la partie publicitaire pure. Et du coup, j'ai essayé de tirer, sauf que j'avais la problématique j'avais 18 ans, j'étais quand même très jeune, donc un peu un manque de légitimité pour certains. Et puis après, c'est deux mondes, comme tu le dis, très différents. Donc, franchement, pendant 1 an et demi, 2 ans, ça n'a pas donné grand-chose en réalité. On s'est vertué à faire des choses, mais ce n'était pas très probant. Peut-être qu'on aurait pu s'y prendre autrement pour que ça aille plus vite, mais ça n'a pas trop marché. Puis après, en fait, ce qui s'est passé, je trouve, c'est que, mais ça c'est plus à posteriori que je m'en suis rendu compte, en fait, les sujets de responsabilité sociale et environnementale dans les entreprises, c'est un sujet très localisé dans les directions, donc directeur RSE, enfin, les comités, etc. Petit à petit, c'est quand même allé de plus en plus, bon là, avec Yuka encore plus, mais dans les mains des consommateurs, en fait, des citoyens qui attendent de plus en plus. C'est quelque chose qui est croissant. Nous, ça fait 6 ans maintenant qu'on existe et on le voit de manière exponentielle, les attentes des consommateurs quant à l'engagement des marques. Et du coup, ça a fait que cette attente externe de l'entreprise, je trouve que a impacté et finalement les plus influents au sein d'une entreprise sur les sujets de responsabilité, c'est plus forcément les directeurs RSE,
mais ça devient, en tout cas, il y a un pouvoir qui est vraiment pris par la communication et le marketing. Et ils impulsent la création de produits, la création d'offres, parce que c'est eux qui sont au contact des consommateurs et de leurs attentes. Ils impulsent cette création de valeur plus positive au sein de l'entreprise. Et ils ont des moyens, que ce soit financiers, des expertises ou des collaborateurs, et un levier beaucoup plus important finalement que parfois les directeurs RSE ou les directrices RSE qui sont dans leur bureau, au fond, un peu les hippies de l'entreprise. Malheureusement, c'est parfois encore un peu vu comme ça. Du coup, une fois que les marketeurs et la communication ont commencé à prendre en main ce sujet, pour nous, avec Lead, c'était beaucoup plus facile de fleurir parce qu'on s'adressait à des personnes qui étaient en attente de ça, parce que les consommateurs l'entendaient. Donc en fait, pendant des années, je pense il y a eu plein de choses qui ont été faites, plein d'initiatives et tout, mais c'est vrai que quand on s'adresse aux directeurs RSE, parfois ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de. Voilà, donc nous, c'était pas notre cible. Notre cible, c'était les marketeurs, les communicants. Et puis au bout d'un moment, ils sont un peu emparés du sujet parce que les consommateurs ont agi. En fait, c'est là aussi où on se rend compte que le pouvoir du consommateur, il est quand même assez puissant parce que il peut influer sur la stratégie de produit de l'entreprise, mais aussi sur ses collaborateurs et aussi en interne sur la dispersion du pouvoir. Et alors, il y a des côtés négatifs au fait que ce soit les marketeurs et les communicants maintenant qui prennent un peu une influence dans ces sujets de responsabilité sociale et environnementale. Côté négatif que je vois en premier lieu, c'est que ce n'est pas des experts du sujet, c'est des experts du marketing. Donc, ça peut être des dérives compliquées à gérer. Il y a des côtés positifs, c'est qu'ils font changer les choses, quoi. Parfois plus vite. Voilà. Ok. Et justement, dans ce que tu nous racontes, tu mentionnes ton âge, le fait que tu t'es lancé à 17 ans, qui, je pense, impressionne aussi, pour en avoir parlé un peu avec nos entrepreneurs, qui en impressionnent pas mal d'entre eux. Qu'est-ce que ça, j'imagine, ça donne de la force. En même temps, ça peut être un frein, comme tu l'as laissé sous-entendre. Est-ce que tu peux, enfin, ouais, où est-ce que ça a été une force, ou est-ce que ça a pu être un frein en fait dans ton projet? Alors souvent, on me pose la question de est-ce que c'était un frein, très clairement. Enfin, bon, ça fait le fait d'avoir commencé à 17 ans, c'est d'avoir cette histoire derrière, c'est vrai qu'à chaque fois, on me pose des questions là-dessus. C'est normal et ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai qu'en fait, mes réponses, je pense qu'elles ont changé au cours des années. Au début, j'aurais assez facilement dit que c'était un frein, mais aussi une opportunité. Et franchement, aujourd'hui, je suis plutôt positif par rapport à ça. Enfin, je dirais que c'est avant tout un élément qui m'a énormément aidé en fait, parce que tu génères des communiqués de presse, parce que tu génères les relations sont beaucoup plus faciles à obtenir, parce que tu vas rencontrer des gens plus facilement, parce que tu as une histoire un peu marrante. Après, tout le monde peut avoir une histoire un peu rigolote. C'est pas le fait d'être jeune, c'est le fait d'avoir parlé du fait d'être jeune. Donc déjà, il y a ce premier côté. Ça peut être un accélérateur, je trouve, de rencontres. Aussi, comme tu es jeune, les gens se positionnent très rapidement comme un peu, donnant des conseils, et tu es un peu plus tu es un peu plus malléable, donc tu vas plus facilement, avec moins de fierté, demander des conseils, etc. Je pense. Du coup, il y a ce premier point. Et puis, en fait, comme tu sais que tu sais rien, parce que tu es jeune, tu es capable d'apprendre, je trouve, assez vite et tout, et tu es toujours dans une psychologie d'apprentissage, quoi, comme tu l'aurais été durant tes études et comme tu l'as été pendant les 10 années avant. Donc, je pense que ça permet d'avoir beaucoup moins d'a priori sur les choses, et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est quand même une des principaux avantages en fait de ne pas avoir trop d'a priori sur les choses et de les remettre en question. Du coup, je pense que c'était un atout pour ça. Et après, pour être vraiment encore plus radical, franchement, pour moi, je pense que c'était l'avantage qui a fait que, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai réussi à faire quelque chose qui tient à peu près la route, parce que je me suis jamais posé de questions sur j'avais pas de crédit, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de problématique de crédit immobilier, d'auto, ou de, je sais pas, j'avais aucune notoriété, aucun réseau, j'avais personne à décevoir, j'avais pas de stress particulier lié à ma situation ou quoi. Donc en fait, tu n'as quasiment rien à perdre et franchement, ça change tout, quoi. Donc voilà, je pense que pour moi, ça a été vraiment décisif dans le fait que ce que j'ai fait a potentiellement marché ou pas. Ok, donc finalement, ton jeune âge a plutôt été un moteur et plutôt salvateur de ce point de vue-là. Mais quand même, quels sont du coup les problèmes que tu aurais pu rencontrer parce que on entend souvent quand même des entrepreneurs enfin, on raconte beaucoup les success stories, on parle un peu moins quand même des problèmes que les entrepreneurs ont pu rencontrer. Est-ce que quels sont les gros problèmes peut-être que tu as rencontrés avec Goodid et comment tu t'en es sorti? Alors, les gros problèmes, là aujourd'hui, alors franchement, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est humain, c'est la gestion de l'équipe, des personnes avec lesquelles on travaille. C'est très compliqué parce que c'est des situations personnelles,
Et puis quand tu n'as pas la connaissance de ces sujets, tu peux le prendre assez personnellement très vite. En plus, nous, une petite boîte avec des gens avec lesquels je travaille depuis toujours, que j'ai rencontré avec Goodin, mais maintenant, ça fait plus de 5 ans, 6 ans qu'on travaille ensemble et on est très potes, quoi. Mais du coup, c'est des situations un peu imbriquées qui sont difficiles à gérer. Et puis, chacun grandit un peu de la même, enfin, pas de la même manière. Donc, premièrement, je dirais, les premières problématiques, c'est humaine. Et deuxième chose, je dirais, c'est le temps, la perception du temps. Je pense qu'un des premiers trucs à bien gérer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est gérer à la fois le court terme et le long terme. Bon, c'est dans la vie en général, hein, mais je veux dire là particulièrement. Parfois, tu n'as plus d'argent à la fin du mois, mais en même temps, tu dois, j'ai n'importe quoi, assurer un client dans 6 mois qui doit lancer une campagne et c'est un client énorme. Et en fait, bah, tu sais que tu n'as plus d'argent à la fin du mois, mais tu dois quand même honorer ton contrat dans 6 mois parce que si jamais tu arrives à survivre, bah, il faudra le faire. Et en fait, tu as toujours cette gestion des urgences et prioriser les choses qui sont les plus importantes. Et ça, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps au début parce qu'on n'a pas bien su prioriser les choses plus ou moins urgentes. Et je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience que j'aurais pu avoir si jamais j'avais déjà eu des expériences professionnelles auparavant. Mais que du coup, j'ai appris beaucoup plus vite parce que j'étais face au problème tout de suite, quoi. Ok. Le problème, c'est que d'apprendre comme ça crée plus de douleur. Je pense que tu apprends plus dans la douleur qu'en apprenant 10 ans dans un grand groupe, par exemple. Mais du coup, tu apprends pour toi plus dans la douleur, mais aussi pour les autres, en fait. C'est là où la partie humaine est très importante. Et il y a beaucoup aujourd'hui dans la Startup Nation, machin, beaucoup de fonds d'investissement, de levée de fonds, machin. Bon, bah là, je pense qu'on va tous prendre un coup avec ce qui se passe en ce moment. Néanmoins, il y a beaucoup, je pense, d'entrepreneurs qui oublient que derrière, il y a une centaine d'humains ou des partenaires, etc., qui les embarquent. Et du coup, ça crée parfois des situations complexes. Ok. Et justement, sur l'humain et la gestion du temps sur lequel tu insistes, est-ce que tu aurais des conseils à donner justement sur la gestion de l'humain, la gestion du temps? Des choses que tu fais qui fonctionnent super bien auprès de tes équipes, par exemple, pour les motiver, notamment là en période de confinement, j'imagine qu'il y a un vrai enjeu sur la motivation de ton équipe. Ouais, alors je sais pas si je suis le meilleur encore, même pour donner des conseils très pratico-pratiques. Je déteste quand on me donne des conseils un peu plus généraux, mais déjà, enfin, le premier truc quand on se lance, je pense qu'on n'en a pas conscience, c'est la gestion du temps. Je pense que c'est le truc le plus important. Alors la journée, ce qu'on fait dans une journée, mais surtout, même il faut pas perdre son temps, quoi. Enfin, la première valeur, je pense, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est son temps, quoi. Enfin, dans le sens où, au bout d'un moment, on est fatigué, au bout d'un an, 1 an et demi, quand on n'a pas trouvé ses clients, etc. On en a marre. Les équipes derrière en ont marre. Les actionnaires auxquels on a promis des trucs, ils en ont marre. Enfin, du coup, au bout d'un moment, il y a vraiment le temps, je pense, c'est avant même l'argent. Enfin, on peut avoir, je dis n'importe quoi, mais 10 millions d'euros sur son compte. Au bout d'un moment, si on en a marre, ça ne sert plus à rien. Donc, le premier truc, c'est le temps. Et du coup, pour bien le gérer, euh, franchement, je sais pas trop. Moi, je pense pas savoir trop particulièrement bien le gérer, pour être tout à fait honnête. Moi, j'étais très engagé dans l'aventure entrepreneuriale. Je suis toujours aujourd'hui, mais avec plus de recul, disons, parce que moins de stress. Mais c'est vrai que je pouvais répondre à mes mails à 2 heures du matin alors que j'étais en train de regarder une série sur Netflix et que le lendemain matin, je me réveillais à 8 heures pour un rendez-vous et faire une sieste à 14 heures. Enfin, voilà, j'ai pas de conseils particulièrement à donner. Je pense, voilà. Ok, mais où est-ce que tu as trouvé du coup ce courage de justement envoyer des mails à 2 heures du matin, te lever le lendemain tôt et puis continuer? Ça, pour moi, c'est vraiment c'est l'engagement quoi, qu'on a dans le projet, c'est la conviction qu'on a, enfin, c'est cette peur de pas faire assez bien. Enfin, pour moi, c'était un peu ça aussi. C'est pas le bac. Ça, c'est un peu la mentalité qu'on a en prépa. Moi, j'ai pas fini ma prépa et je suis loin d'avoir une mentalité prépa, mais c'est vraiment un concours tous les jours. C'est-à-dire que mon mail, je peux passer 10 minutes comme je peux passer 30 minutes à le faire, mais en fait, il faut qu'il soit parfait, quoi. Il faut que je le sois. Donc, j'étais capable de passer 1 heure et demie sur des détails d'une présentation parce que je veux qu'elle soit, je veux en être extrêmement fier à la fin, quoi. Donc, il y a un côté un peu perfectionniste, mais pour compenser ce côté perfectionniste, j'ai toujours essayé, je n'aurais pas passé 1 heure et demie sur une presse si à côté j'avais quelque chose de plus important ou quoi. Donc, je sais pas, s'il y a 2 heures du matin, j'ai envie d'envoyer un mail parce que je pense que ça peut être la petite touche qui va faire que je vais pouvoir rencontrer ce fonds d'investissement, ou je vais pouvoir le faire changer d'avis, ou je vais pouvoir. Alors, envoyez pas des mails à des fonds d'investissement à 2 heures du matin, c'est la pire idée. D'ailleurs, pour la petite histoire là-dessus, c'est pour ça que je suis très mauvais là-dessus, je ne peux pas donner conseil, mais j'avais un actionnaire qui m'avait mis en relation avec un fonds d'investissement, c'était il y a longtemps, il y a au moins 3 ans, et il m'avait mis en relation avec, c'était une personne de chez Elaya, un gros fonds, et, en fait, j'avais renvoyé un mail à mon actionnaire qui m'avait mis en relation
avec écrit super, ça s'est très bien passé, je pense que c'est dans la boîte. Alors, c'est pas du tout dans la boîte, hein, par ailleurs, mais c'est dans la boîte ou un truc comme ça, très bon fit, j'espère que ça va aller plus loin, avec toute la rangée de mails auparavant. Et j'avais mis la personne que j'avais rencontrée la journée du fonds d'investissement dans la boucle, quoi, sans faire exprès. Donc, bref, du coup, Mm. à faire les choses dans l'urgence, tu peux mal les faire aussi. Je sais pas. Ok. Bon, ça nous est tous arrivé, je pense, de mettre en copie de mail les mauvaises personnes. Oui, c'est clair. Ok, super. Après, il y avait du coup donc Goodid a continué sur sa belle lancée. En 2018, tu as rencontré Bill Gates. Oui. Goodid a été racheté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup de cette année 2018 qui est assez charnière, j'imagine, pour toi? Ouais, alors du coup, nous, pour commencer, parce que dans l'ordre chronologique, donc Goodit a été. Donc moi, il me reste 30% des parts dans la société et la KissKissBankBank et la Banque Postale ont 70%. Là-dessus. Et en fait, nous, on est en train de faire une levée de fonds parce que pendant pas mal de temps, on a réussi à être assez autosuffisant et on voulait vraiment essayer de trouver notre modèle avant même de faire une seconde levée de fonds qu'on avait déjà fait. La première fois, j'avais fait plein de conneries avec une première levée de fonds parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Problématique aussi de l'inexpérience, hein, très clairement. Après, je pense que lors d'une première levée de fonds, on pourrait revenir, mais il faut vraiment lever le moins possible parce qu'on fait tous des conneries quoi qu'il arrive avec. C'est très difficile de gérer ses dépenses au début. Mais du coup, effectivement, on a commencé à rechercher, à faire une seconde levée de fonds parce qu'on avait une très bonne croissance, parce que notre modèle, on avait trouvé une vraie scalabilité, tout fonctionnait bien, tous les signaux étaient ouverts. Donc on s'est dit, bon, là maintenant c'est le moment, voilà, on va être attrayant et surtout en plus de ça, on en a besoin et on peut décupler notre impact. Et du coup, on a commencé à faire pas mal de rendez-vous, etc. Donc j'ai rencontré des corporates, mais aussi des fonds d'investissement, des angels, etc. Enfin, le parcours classique. On avait signé des term sheets donc, pour un montant assez important. Et finalement, on a rencontré KissKissBankBank et la Banque Postale. Donc, KissKissBankBank venait d'être acheté par la Banque Postale. Et on a eu des discussions. Au début, on était plus dans une logique d'investissement. Et finalement, ils nous ont montré leur intérêt pour acquérir la majorité de l'entreprise. Et pour nous, c'était intéressant parce que Goodid, donc nous, on reverse, je ne sais pas si tout le monde connaît d'ailleurs, mais nous, on reverse 60% de tous nos revenus publicitaires. Donc, c'est notre modèle principal. Hein, on verse 60% de tout ce qu'on gagne, de nos chiffres d'affaires, à des associations. Du coup, en termes de rentabilité, on est quand même sur une rentabilité plus longue que pas mal de modèles publicitaires sur Internet. Et du coup, on a besoin quand même de financement ou de soutien financier sur le long terme. On a une vraie perspective de rentabilité aujourd'hui. On a vraiment pour objectif d'être rentable. Mais si on voulait accélérer, on avait quand même besoin sur le long terme d'avoir des accompagnements financiers. Et la Banque Postale nous semble être un bon partenaire parce que déjà, c'est une banque publique, c'est une banque qui est citoyenne, c'est la première banque des associations en France. Et donc, on a trouvé des valeurs qui nous correspondaient assez bien. Et moi, j'aimais bien l'idée aussi de dire que Goodid, qui est une initiative quand même voilà, pour démocratiser le don sur Internet, donc pour permettre aux citoyens de faire des dons, rejoignez un groupe qui a pour objectif, donc, qui a une mission publique, qui a pour objectif de démocratiser le service bancaire. Je trouve ça assez cool. Ça faisait un peu comme si Goodid était revendu à l'État, donc appartenait aux citoyens. J'aimais bien l'idée. Voilà, donc du coup, ça m'a semblé être une bonne manière de trouver un partenaire sur le long terme. Et voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans maintenant, donc ça se passe très bien, pas de particularité. Toutes les problématiques avec un grand groupe, évidemment, classique, mais voilà, rien de surprenant. Et voilà. Et après, quelques mois plus tard, effectivement, on m'a envoyé un mail de la fondation Bill et Melinda Gates et ils nous ont proposé d'aller à New York pour les rencontrer et du coup participer à un événement en fait qui sont chaque année qui a pour objectif en fait de réunir des jeunes un petit peu qui ont des initiatives sociales et solidaires ou d'impact positif dans la société par des associations ou l'entrepreneuriat dans le monde. Et du coup, j'étais le seul Français représenté là-bas, donc c'était cool de porter un peu notre voix et voilà, c'était intéressant et c'est assez enrichissant et c'est un moment assez beau parce que tu vois des gens qui viennent de partout, qui ont un peu cette même vision d'essayer d'aider les autres. Donc c'est cool à voir, c'est assez encourageant, quoi. Ok. Et Voilà. ce qui m'amène à une question plus contemporaine, du coup, sur Goodid en 2020, sur ce que ça représente pour toi, mais peut-être pas seulement en termes de business, mais en termes d'expérience de vie.
puisque c'est en plus de ça, c'est ta seule expérience professionnelle, entre guillemets. Si tu nous fais une petite rétrospective de ce que représente Goodit pour toi, qu'est-ce que tu en dirais? Tu veux dire durant l'année 2020 ou aujourd'hui De ce que représente Goodit pour toi aujourd'hui, pas seulement l'année 2020, mais enfin, l'impact que ça a eu sur ta vie depuis que tu as entrepris à 17 ans à maintenant. Qu'est-ce que ça t'a C'est apporté? une session psychologie là. Ouais, c'est motivationnel, on va dire. Quand on se dédie autant à un projet ou à quel qu'il soit, hein, ça peut être une asso, une entreprise, une initiative quelconque, je pense ce que je disais un petit peu au début, c'est qu'on l'a créé, en même temps elle nous crée, et je pense que Goodit, pour moi, ça m'a vraiment fait, ça a créé chez moi cette conviction que on peut, à notre échelle, avoir un impact qui est important. Euh, c'est déjà une conviction que j'avais auparavant, mais c'est vrai que ça m'a rendu encore plus sûr de moi sur ce sujet, ce qui est à la fois positif, à la fois négatif, parce que parfois, peux me reprocher d'être assez optimiste. Du coup, voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, la deuxième conviction que ça fait naître chez moi, c'est vraiment que les entreprises doivent avoir un rôle à jouer dans la transformation de la société et qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Donc, il n'y a pas de OK, je vais passer 6 mois à faire ça, 1 an à faire ça, ou je sais pas quoi. C'est maintenant qu'il faut changer les choses parce que plus on attend, plus ce sera difficile de réparer. Et j'avoue que j'ai une incompréhension envers les personnes qui ne se bougent pas en fait. Aujourd'hui, quand on voit les profils qu'on recrute chez Goodit, c'est des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans le monde actuel, voilà, des entreprises ou des associations, etc. Et du coup, qui veulent participer à un effort commun. Et du coup, ça pour moi, c'est extrêmement important et je ne me vois pas travailler. Pour moi, Goodit aujourd'hui, c'était une sorte de combat, c'était une lutte, c'est la forme que ça a pris, mais pour des idées que j'ai. Donc, et voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je ferai toute ma vie, c'est vraiment essayer de me combattre un sujet ou en tout cas de lutter pour quelque chose, pour une cause. Et après, la forme que ça prend, ça peut prendre forme d'association, de coopérative, d'initiative, d'entreprise, quelle qu'elle soit. Mais voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette première partie d'interview qui, je pense, a bien intéressé tous nos entrepreneurs. On va passer à au deuxième versant Ça de ton roule, intervention, qui est plutôt du question-réponse ça marche. de nos participants. Alors, je vais regarder si des questions ont déjà été mentionnées. En tout cas, si les entrepreneurs et les personnes présentes sur ce live ont des questions à adresser, on est tout oui. Alors, j'en vois quelques-unes. Alors, donc on a Caroline, Oui. alors qui te demande si tu travailles avec le carillon de la cloche. Le carillon la cloche. Ouais, alors on a financé 2 projets avec le Carillon. Une pour financer, alors je crois que ça fait partie des projets de la cloche, mais qui s'appelle pas le. Ou alors c'est peut-être le Carillon, mais c'est pour financer des formations pour des personnes qui sont en difficulté ou en situation précaire, pour les former à une biscuiterie solidaire. Donc pour qu'ils aient des projets voilà, de devenir après boulanger, ou en tout cas avoir voilà, une vocation de travail sur ces sujets. Et du coup, on a financé ça il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça. C'est un des projets qu'on a financé. Donc, on travaille déjà avec eux, on est partenaires et on finance soit des initiatives qu'ils ont, soit leur association. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ok. Il y a Caroline ensuite, une autre Caroline du coup, qui te pose une question à propos des coopératives. Donc, tu as parlé de coopératives. Dans ce que tu as pu voir dans les startups autour de toi qui ont une mission sociale, en quoi le fait d'intégrer un fonctionnement de coopérative change l'impact de ces startups, l'échange et l'échange? Alors, franchement, moi, en fait, au début, avec Goodit, j'ai commencé sous le statut associatif. On était une asso. Alors, pour la première raison qui n'a rien à voir avec un système économique ou quoi, ou une philosophie derrière, c'est que j'étais mineur, donc il faut se faire émanciper pour pouvoir créer une entreprise. Donc, du coup, j'ai créé une asso, c'était plus simple. Et après, on a choisi la structure d'entreprise parce qu'on devait faire une levée de fonds, c'était plus simple, c'était le modèle. Encore même, il y a 5-6 ans, très clairement, on était mature hein, sur les sujets de coopérative, d'association et tout. Il y en avait plein qui avaient cette initiative. Mais pour moi, c'était plus simple de faire une entreprise et d'attirer du coup des actionnaires pour faire avancer plus vite. Je suis clairement pas du tout, du coup, parce que j'en ai pas créé un expert des coopératives. Donc, loin de là, j'ai pas de connaissances extrêmement précises. Mais voilà, c'est plus par curiosité à la fois personnelle et pro que je me renseigne pas mal sur ces sujets. Et je pense
c'est en termes de démocratie au niveau des collaborateurs que le statut est particulièrement intéressant. Et aussi en termes de démocratie économique, financière, pour pas concentrer les capitaux, que ce soit par décision ou même par retour économique, au sein des actionnaires. Donc, je pense que l'entreprise, elle doit appartenir avant tout à ses clients, à ses collaborateurs. Et du coup, je pense que la coopérative représente assez bien ça. En plus de ça, qu'est-ce que tu fais des profits dans une entreprise sociale? Tu les réinvestis normalement, selon pas mal de règles, mais si tu fais rentrer des fonds d'investissement, surtout qu'aujourd'hui, le marché, que ce soit en France ou même à l'étranger, sur l'entrepreneuriat social et les investissements sociaux, ça reste quand même assez limité. C'est des petits montants et sur des sujets très innovants, type digital et tout, ils n'investissent pas non plus des masses aujourd'hui. Donc, du coup, ça reste des investisseurs assez classiques qui investissent. Mais du coup, si tu fais rentrer des investisseurs classiques, ils vont attendre ce qu'ils appellent un TRI, donc un retour sur investissement important. Sauf que ça ne fait pas forcément partie de ta philosophie d'entreprise sociale. Donc, à la fois en termes de démocratie pour les collaborateurs et pour donner plus d'éthique au niveau de l'actionnariat, je trouve ça bien comme statut. Ok. Ouais, je pense que ça répond bien à la question. J'enchaîne du coup sur une autre question d'Amine. Salut Vincent, est-ce que tu as des tips pour brander une entreprise à vocation sociale sans passer pour le loup dans la bergerie? Comment vous avez fait avec Goodid? Point d'interrogation. Alors, pour le loup dans la bergerie, ça, J'avoue. Du coup, je suis en train de lire la question en même temps. Comment brander une entreprise sociale? Alors, moi, franchement, déjà, peut-être que vous l'avez entendu, je dis jamais que Louis est une entreprise sociale. Alors, nous, clairement, l'inspiration est des entreprises sociales. Mais nous, je dis à chaque fois qu'on est une entreprise à vocation sociale. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, plus à vocation solidaire dans les faits, mais pour simplifier, je dis à vocation sociale. C'est pas jouer sur les mots, c'est que je me sens pas légitime à ce qu'on dise qu'on est une entreprise sociale parce que ça répond à certaines règles. C'est des choses qui sont un peu définies et tout. Et je ne sais pas si on les respecte toutes à la lettre. Et du coup, je veux pas. Parce que c'est un statut aussi qui a été quand même assez utilisé à tort et à travers par pas mal d'entreprises et tout. Donc, du coup, je ne préfère pas nous faire la voix de ça. Du coup, il y a ce sujet. Après, en termes de branding, aujourd'hui, effectivement, c'est quand même assez rare encore les entreprises sociales. Ça reste plus rare que la majorité des entreprises qui sont lancées aujourd'hui. Je pense qu'en termes de branding, il est déjà quasiment tout fait. C'est un élément de différenciation qui est super. Et puis, du coup, ça apporte aussi, si on a des vraies motivations personnelles là-dessus, mais ça apporte un sujet de discussion et un sujet de branding sur la marque qui est hyper intéressant. Donc, se faire la voix en étant une entreprise sociale, des entreprises sociales, c'est top. C'est un sujet branding déjà hyper intéressant. Donc, voilà, je ne sais pas trop, sans passer pour le loup à la bergerie, je ne sais pas, mais… En fait, peut-être que ce que ça voulait dire, c'est que, enfin, c'est peut-être le fait de brander en fait le côté social d'une entreprise qui peut être mal vu, d'en faire un argument de vente en fait et un argument commercial peut-être. J'imagine que c'est ce que voulait dire. Bah ouais. Franchement, dire Amine. Attends, peut-être on va lui demander directement. Ouais. Amine, tu nous entends? Oui, Ouais. vous m'entendez? Yes. Salut. Oui, salut Vincent. Exactement, Paul, du coup, c'est exactement ce que je voulais dire, quand bien même, bon, j'ai précisé, du coup, c'est bien à vocation sociale. Quand tu défends justement un projet social et que ton entreprise contribue directement à la société, mais que tu restes une entreprise, comment tu fais pour justement ne pas être perçu comme celui qui se fait de l'argent qui fait son fonds de commerce un peu sur la lutte de certaines. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair. Déjà, c'est des retours, franchement, moi, on me les a déjà fait, mais c'est franchement beaucoup moins qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans au début, on me disait, mais du coup, mais vous prenez 30% ou je sais pas combien X%, et en fait, derrière, vous financez les Restos du Cœur. Enfin, c'est assez, franchement, aujourd'hui, c'est quand même assez rare parce que je trouve qu'il y a quand même une évangélisation sur ce type d'entreprise qui est beaucoup plus forte qu'auparavant. C'est plutôt rare comme commentaire. Après, en fait, franchement, je n'ai pas d'argument particulièrement avancé parce que ça dépend. Déjà, ouais. Déjà, c'est hyper important. Ce que tu dis, ce que tu soulèves, c'est que tu fais face aux arguments peut-être dans une phase où ton entreprise n'a pas encore prouvé
sa valeur, c'est peut-être au début qu'il faut gérer un peu les comportements un peu haters et gérer un peu ce type de remarques. Ouais, peut-être. Après, franchement, en fait, ton entreprise, elle a déjà tellement de gens à convaincre qui potentiellement peuvent être convaincus que je pense qu'il ne faut pas s'attarder au début avec ceux qui montrent une vraie réticence. Tu vois, il faut vraiment aller vers tes clients ou vers tes partenaires ou les personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu fais, plutôt que tu perdes du temps à essayer de raisonner des gens qui n'ont pas compris apparemment le principe de ton activité, tu vois. Et Ok. après, une fois que tu auras justement cette masse de personnes qui étaient un petit peu sur le fil, qui étaient sensibilisées au sujet, mais hop, tu as réussi à faire percuter et à te rejoindre, bah là, tu auras plus d'arguments parce que finalement, vous serez plus nombreux. Tu vois. Je pense que c'est plus comme ça, plutôt que s'évertuer à essayer de perdre du temps, à faire raisonner. Tu vois. Nous, Ok. ce qu'on voit au niveau. Donc vous, typiquement, en fait, quand vous avez fait face à des remarques de ce style, vous avez ignoré sur vos communautés et tout? Non, 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 on a un argumentaire. Franchement, c'est pas moi aujourd'hui qui commente sur les réseaux sociaux, donc je pourrais pas te le donner exactement, mais c'est du style. Je sais pas, bah, enfin, on parle de l'impact qu'on a en fait. C'est la meilleure Ok. réponse. Ça justifie pas tout hein, entre nous, mais en tout cas, c'est la meilleure réponse. C'est de dire, bah, peut-être, mais en attendant, on a financé plus de 1 700 000 euros de projets pour 250 projets. Il y a 2 mois, je suis allé en Inde voir des plantations d'arbres qu'on a fait avec Goodid, où on a planté plus de 50 000 arbres dans la région. On a relancé une forêt qui était en train d'être déforestée. On a créé de l'emploi. On a fait vivre une association. On fait vivre des villages autour qui, grâce à cette forêt, au lieu de la déforester, bah, on commence à avoir effectivement des emplois, mais aussi même une activité liée aux arbres qui est vertueuse et pas plus vicieuse, parce qu'avant, ils allaient déforester pour gagner de l'argent. Donc, en fait, tu vois, tu as vraiment de l'impact. Et je pense que ça parle mieux au bout d'un moment que tous Ok. les arguments. Quoi, tu vois. Ok. Bah, après, ma question, ouais, voilà. Ma question, c'était plus savoir qu'est-ce que vous aviez mis en place en termes de communication pour. Bah, Tu y réponds, du coup, tu y réponds. Vous avez mis en avant vos actions, quoi. ouais. Alors, le plus important, c'est vraiment d'aller vers de plus en plus de transparence, je pense. Franchement, c'est compliqué à mettre en place de manière totale au début. Enfin, j'ai plus d'histoires de personnes qui se sont cassées les dents que d'histoires positives, même si je pense que si tu y arrives, bah, faut le faire. Mais en tout cas, il faut vraiment aller vers le plus de transparence possible. Et franchement, plus tu es transparent sur ce que tu fais, si jamais tu es honnête avec toi-même et ton entreprise, moins tu auras ce genre de remarques. Quoi. Enfin, nous, on publie des photos régulièrement des projets, on publie des témoignages des associations. Toutes les attestations de dons qu'on fait, elles sont publiées sur notre site et accessibles en un clic. On met le compteur en live des dons en euros qui sont collectés. Ah oui, bah voilà. Ok, d'accord. Ok, donc il y a vraiment un gros truc sur la transparence, quoi. Ah bah oui, donc ça c'est Clairement. sûr. Ah, c'est sûr. Ok. Bah, surtout, alors quand tu es une entreprise et que tu te dis à vocation sociale ou que tu revendiques un sujet social ou quoi, clairement il faut être extrêmement transparent. Enfin, ça va avec. Mais ça, enfin oui, c'est sûr. Le plus Ok, possible. super. Super. Merci Vincent, merci Merci. Amine. Cool. Merci. Excuse-moi Amine, je t'ai coupé avant que tu termines, mais on va enchaîner sur les questions. On avait Caroline qui a une question assez précise sur le statut de ton entreprise, savoir si tu avais créé une SASU. Non, j'ai toujours été associé. Il y a des collaborateurs qui avaient de part aussi pour qu'ils fassent partie de l'entreprise au capital aussi. Donc non, c'est pas une SASU. Ok, C'est une SAS par contre. C'était une SAS dès le début. ok. Ensuite, une question pour connaître ta journée type. Alors, en ce moment, ma journée type, elle est un peu bousculée. Alors, ta journée type, j'imagine, depuis que tu n'es plus majoritaire chez Goodid. Est-ce que ça a Ah, bah, changé pour toi aussi dans ta journée? non, ça change pas grand-chose. Ça dépend de comment on revend l'entreprise et qui est l'actionnaire, qu'est-ce qu'il en attend, etc. Mais moi, globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ça change à la marge, quoi, peut-être 10-15% de mes journées ou je sais rien, quelque chose comme ça. Mais non, ça n'a pas changé radicalement. Après, c'est surtout la dose de stress, de pression en moins parce que avant, bah, on n'avait pas beaucoup de moyens financiers ou on pouvait être très branlé très rapidement parce qu'on est une petite entreprise. Maintenant, on a adossé un grand groupe qui nous donne quand même cette possibilité de voir plus loin. Donc voilà, je passe plus de temps qu'auparavant. En fait, la journée type en tant qu'entrepreneur, elle change énormément au cours de l'évolution de la boîte. Et avant, j'étais quand même beaucoup dans le produit et tout. Après, j'ai été très dans l'aspect commercial, donc vraiment à vendre des campagnes, aller chercher des annonceurs, aller évangéliser, comprendre comment vendre, quoi vendre, etc. C'est quelque chose que j'aimais et qui, pour moi, est le plus important. Enfin, être proche de ses clients, c'est le plus important, très clairement, parce que la boîte, son cœur de métier, c'est de vendre. Donc, voilà, c'est le truc crucial. Et donc, ça, je le fais toujours beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est 30% de mon temps, 15% à gérer du financement, de la vision, etc. Et après, le reste du temps, je pense que c'est
je pourrais même pas te dire. Donc, ça, on arrive à peu près à 50%. Et après, les autres 50%, franchement, c'est RH. C'est très répondre à des questions, valider des sujets de communication, etc. Passer du temps avec les équipes, voir ce dont on a besoin. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est très lié à ça. J'ai beaucoup moins de sujets opérationnels. Je fais plus de présentations, je fais plus de slides, je fais plus de fichiers Excel. Enfin, je le fais beaucoup plus rarement qu'auparavant. Avant, c'était beaucoup ça, hein. Maintenant, c'est vrai que je suis moins opérationnel concret. Ça m'arrive encore, hein, mais moins. Et plus à valider des sujets ou en parler ou essayer de voir comment déverrouiller une situation s'il y a besoin. Ok. Merci. Une autre question. On va en prendre encore deux, trois Ouais, ça roule. avant de te laisser, car je crois savoir que tu as un autre talk tout à l'heure. Là, pour l'instant, on a encore le temps. C'est bon. Ok. Tu me dis en tout cas dès qu'il Ouais, ça roule. s'assure, je pense qu'à 19h, on sera bon. Donc, Robin qui demandait quand est-ce que tu as pu être indépendant financièrement avec ta startup dans l'économie sociale et solidaire? Et si tu as cherché d'autres sources de revenus avant de l'être? Alors, nous, à un moment, on avait un problème, c'est qu'on avait plus de facilité à trouver des fonds qui n'étaient pas des clients, donc des annonceurs, des marques qui faisaient de la pub chez nous, mais lever des fonds. Et c'est un gros problème de beaucoup d'entreprises, malheureusement. À un moment, en France, il était quand même très facile d'avoir des subventions, etc. Aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé, mais globalement, on a vite fait de tomber dans ces concours, dans les subventions, dans les fonds d'investissement, etc. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer d'abord sur ses clients. Ça, c'est une erreur, je pense, que j'ai fait à un moment. Et donc, nous, on a toujours aujourd'hui, on perd toujours. C'est beaucoup plus à la marge, mais on est toujours en perte. On n'a toujours pas trouvé la rentabilité. Alors, on est sur le point de l'être. Hein, donc on n'a pas. C'est plus du tout une crainte comparé à il y a 2 ans, il y a 3 ans, où on ne savait pas si notre modèle serait à un moment viable ou quoi. Aujourd'hui, on a la perspective très imminente, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Mais du coup, non, on n'a jamais été vraiment indépendant financièrement parce que de toute façon, on n'est jamais vraiment, hein, parce qu'on est toujours dépendant soit de ses clients, soit des investisseurs, soit des financeurs, soit des subventions. On est toujours dépendant de quelqu'un. Donc, ça, je pense qu'il faut quand même bien avoir confiance. Parce qu'on a l'impression qu'être entrepreneur, machin, c'est être complètement libre. Mais franchement, c'est une liberté quand même assez restreinte. Mais voilà, non, on n'a jamais été vraiment complètement indépendant. Et on a toujours cherché plein de sources de revenus. On a toujours essayé de voir ce qui marchait le mieux. Et en fonction de ce qui marche, on va dedans. On a notre modèle de régie publicitaire où un annonceur vient et diffuse sa campagne. On le facture, on reverse automatiquement 60% de tout ce qui a été généré à l'association. Et on a un autre modèle maintenant aussi qui est un studio qu'on a créé où on crée les spots, les contenus, parfois des sites internet, des API, enfin des systèmes techniques pour les annonceurs. Et ça, on l'a fait dans une logique de chiffre d'affaires parce que ça augmente notre chiffre d'affaires. On a quand même pour objectif d'atteindre la rentabilité assez rapidement pour justement être plus indépendant. Du coup, on a lancé ça pour cette raison, mais aussi parce que on avait une problématique, c'est que parfois il y a des annonceurs qui venaient chez nous qui n'avaient pas du tout de spot avec un sujet d'engagement ou de branding, etc. Donc, il y en a plusieurs qui nous ont demandé de les faire. Et donc, comme on avait des compétences en interne, on a développé ça. Donc maintenant, on fait des vidéos, on fait des petits trucs comme ça et ça marche bien. On l'a fait pour Café Grand-Mère avec les Restos du Cœur et ça a permis de collecter 40 000 € derrière parce qu'on leur a créé la vidéo. Ils ont pu faire leur campagne. On a généré 40 000 € pour les restos. Du coup, voilà, ça marche assez bien. C'est une logique qui est assez vertueuse, je trouve, parce qu'on crée des contenus positifs pour les marques, on les diffuse derrière, donc on arrive à financer les assos. Et en même temps, dans la vidéo, donc dans le contenu de la marque, on met 90% du temps de la vidéo en avant les Restos du Cœur. Donc ça fait plus de visibilité pour les restos. Du coup, ça, c'est un truc qu'on fait. On essaie toujours de trouver des sources de revenus complémentaires. Ok, intéressant ça, parce que en fait, très souvent, quand on commence à entreprendre, et là, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs de la piscine qui nous ont rejoints pour ce live, c'est qu'on est un peu figé sur son idée, sur sa proposition de valeur, et on se tient parfois des opportunités, justement, Ça, faut en trouver le voyant pas curseur, plus large. quoi. Ouais. C'est compliqué. Moi, au début, franchement, il y a 4 ans, tu m'aurais dit, tu lances un studio, tu fais des vidéos, j'aurais pété un câble. C'est en mode, mais non, c'est pas du tout ça, Goodid, on va pas créer des vidéos, n'importe quoi. Nous, on diffuse une pub, on est scalable, on a un seul cœur de métier, on se focalise là-dessus et tout. Mais en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux rester ouvert parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant ça, ça nous aidait très largement sur le reste. Et en fait, on ouvrait notre marché parce que les sujets de communication solidaire, il reste quand même assez restreint. C'est pas un marché qui est hyper profond non plus. Alors, il y a largement la place, hein, mais du coup, on ouvre aussi notre marché parce qu'on crée pour les marques des contenus solidaires. Donc, voilà.
Ok. Alors, on a une question sur ta concurrence. Si tu avais des concurrents dès le départ et comment tu as géré du coup ces concurrents alors que tu étais jeune et peu expérimenté. La concurrence, c'est jamais trop un sujet qui m'a beaucoup tracassé, pour être tout à fait honnête. Parce que, franchement, je ne pourrais pas dire pourquoi, mais au début, on s'est lancé 8, 9 mois après. Il y a un Anona qui a émergé et qui était Goodid, copycat, mais en vert. Il avait juste changé la couleur, en gros. Ils s'avaient contacté de nos assos, machin et tout. Et en vrai, bon, bah, ils sont beaucoup inspirés de ce qu'on a fait. Donc, je pense que pour eux, c'était quand même plus facile de démarrer que pour nous, parce que nous, on a vraiment essayé de tout inventer, quoi. Et du coup, c'est pas si mal dans ce sens pour eux, parce qu'ils ont pu aller plus vite. Après, ils sont crachés au bout d'1 an et demi, 2 ans. Ils sont bien accrochés pour le coup. Donc, moi, j'étais en contact avec les équipes et tout. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas à Paris. Et le fait de ne pas être à Paris, ils n'avaient pas beaucoup de contact avec les annonceurs avec lesquels on était en contact. Et en fait, les annonceurs, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que lorsqu'ils les contactaient, ils nous contactaient après. Et après, nous aussi, quand on a contacté des annonceurs, une fois sur trois, ils allaient les voir, mais comme ils avaient une communauté plus petite et moins de légitimité, ils revenaient nous voir. Donc en fait, la concurrence dans ce type de sujet, finalement, ça peut être plutôt positif. Après, il y en a toujours en fait à l'international, en France, qui se sont lancés, mais à chaque fois, ils ont périclité au bout d'1 an et demi, 2 ans. Et je ne pourrais pas dire exactement pourquoi. À chaque fois, c'est des raisons qui leur sont propres, mais il n'y a jamais eu trop de vrais concurrents dans notre modèle. Là, il y en a un dernier qui s'est lancé qui est un peu plus solide parce qu'il est fondé par un type qui est assez connu dans le milieu de l'ESS. Et du coup, bah, là, potentiellement, il peut y avoir de la concurrence, notamment internationale. Mais on verra. Franchement, il y a la place pour plusieurs acteurs. En plus, aujourd'hui, on a quand même une avance qui est assez importante. Donc, on trouvera, je pense qu'on est suffisamment solide pour assumer de la concurrence. Si ça peut aider d'autres, bah, pourquoi pas. Enfin, on est pas, voilà. Ok. Après, ce que je pense, ce que ça dit aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans nos programmes qui ont la même idée ou a priori le même business qu'un concurrent qui est déjà plus gros, mais souvent en fait, la différence se fait pas sur l'idée, se fait pas sur la proposition de valeur, mais plus sur la capacité à exécuter, peut-être Ouais. aussi à s'adapter à des contextes de crise comme actuellement, et c'est ça qui fait qu'in fine, il y a un acteur quand même principal et puis qui perdure. Bah, franchement, alors déjà, par rapport à ce que tu disais pour rebondir, le premier point, c'est vraiment, il faut vraiment parler de son idée. Même parler avec ses concurrents, parler avec tout l'écosystème, c'est hyper important. Enfin, vraiment, c'est le premier truc. Moi, j'ai souvent des personnes qui me disent non, je fais un entretien, j'ai une idée d'entreprise, mais je ne veux pas la lancer et tout. Et enfin, je pense que vraiment, il faut parler de son idée. Le nombre de personnes qui vont avoir la même idée est colossal, hein. Tout le monde a plein d'idées. Après, par contre, le nombre de personnes qui vont l'imaginer est tout petit. Le nombre de personnes qui vont vraiment se lancer est tout petit. Le nombre de personnes qui vont réussir est tout petit. Enfin bref. Donc, franchement, c'est vraiment pas un problème. Il faut en parler parce que c'est là où on apprend le plus. Euh, et après, il y a des gens qui vont commencer qui seront au même stade. Je pense que là, il faut échanger. Peut-être que d'ailleurs, ça peut devenir des partenaires, franchement. Mais je pense que si vous êtes au même stade, il est encore complètement possible de radicalement se différencier. Donc, c'est intéressant. Et après, ou alors de copier l'un sur l'autre. Et franchement, de grandir ensemble, ça peut être aussi intéressant. Et puis après, il y a quand même une chance sur deux qu'il y en ait un qui s'énerve ou qui arrête, hein. Franchement, une entrepreneur qui finissent par arrêter parce que c'est quand même compliqué et difficile. Voilà, c'est normal. Mais je pense en tout cas qu'il ne faut pas avoir peur non plus du grand groupe type Google, Facebook ou TF1 ou je ne sais quoi qui peut nous copier. Parce que je pense que quand on est petit, on a quand même la valeur qui est principale et qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est le fait qu'on est petit et le fait que du coup, on n'a pas la notoriété du gros. Donc, Google qui lance un truc dans l'ESS, clairement, ils n'ont pas la légitimité pour le faire. TF1, compliqué un peu aussi, etc. Enfin bref. Du coup, ce que je veux dire, c'est que vous partez de zéro, donc il y a tout à créer, vous n'avez aucune notoriété ou quoi, donc vous avez beaucoup plus de potentiel que d'autres. Ok, on prend encore une ou deux questions, Max. On en a une qui est de Lumna qui demande, j'imagine que la question plus largement, c'est de savoir comment vous choisissez les projets que vous financez. Alors, les projets Quels sont les d'association, critères? nous, déjà, le premier point, et c'est extrêmement important pour nous, c'est qu'on est vraiment complètement agnostique sur les projets qu'on finance. C'est tout type de cause. Et justement, on essaye d'avoir une pluralité maximale du nombre de causes qu'on finance. Par exemple, pour le Covid, on a financé la PHP, la Fondation des Hôpitaux de France et de Paris, évidemment. On a aussi financé l'Institut Pasteur, donc sur de la recherche. On a financé de l'urgence, de la recherche. Mais aussi et surtout, là, en ce moment, on a un projet avec Cdiscount pour la Fondation des femmes, pour les femmes, du coup, qui sont
victimes de violences en ce moment, confinées avec des personnes avec lesquelles il ne faudrait pas être confiné. On a financé les Restos du Cœur, MSF qui lutte pour les personnes migrantes, par exemple, ou en situation précaire en ce moment. Enfin bref, on a vraiment essayé de toucher à tous les sujets de société qui étaient impactés par la crise actuellement. Donc on essaye vraiment d'être les plus dans le maximum de pluralisme possible. Et après, comment on choisit? C'est les associations souvent qui nous contactent, elles nous proposent des projets concrets. À chaque fois, on demande des projets concrets pour pouvoir être transparent vis-à-vis de la communauté, de ce qu'on finance. Et on regarde si elles ont des labels dont on a confiance. On demande à nos proches, on a une sorte de petit comité autour de nous qui est informel, mais auquel on demande ce qu'ils pensent de l'association, etc. Et voilà, après, c'est globalement plutôt des moyennes ou grandes ONG avec lesquelles on travaille. On travaille aussi avec les plus petites, mais voilà, on est assez ouvert et notre objectif, c'est de financer un maximum de projets. Donc voilà. Il y a quand même une deuxième sélection qu'il faut bien avoir en tête, c'est celle de l'annonceur. Nous, on a un catalogue d'associations. On travaille avec plus de 160 assos, partenaires. Mais après, l'annonceur aussi va choisir l'association qu'il veut financer. Donc, du coup, on ne garantit pas qu'une fois qu'on est partenaire avec Woodid, il y aura forcément un financement. Ok. Et alors, pour reprendre plus précisément encore la question de Lubna, c'est de savoir est-ce que les projets hors d'Europe sont financés? Ouais, carrément, bien sûr. J'imagine que Surtout, carrément. Enfin, pas surtout, mais franchement, avec Woodid, on a vu au début, il y avait beaucoup de projets en Afrique et en Asie. Après, il y a eu beaucoup plus de projets en France pendant un moment. Il y a eu un retour plus sur le national. Et là, maintenant, on essaie de réouvrir plus sur l'international. C'est 50% des projets financiers en France et 50% à l'inter. Donc, avec plaisir pour accueillir tout type de projet dans tous les pays. Ok. Et puis, on va prendre une dernière question, la question d'Héloïse, du coup, de savoir quels sont vos coûts les plus importants. Alors, nous, les coûts les plus importants, vraiment, c'est RH, c'est l'équipe, parce que on a des profils qui sont quand même, je suis transparent et ils le savent, donc il n'y a pas de, voilà, mais qui sont globalement moins bien payés que la moyenne du marché pour le poste équivalent, parce que on a un modèle qui implique de reverser beaucoup d'argent aux associations, ce qui est la raison pour laquelle les gens viennent aussi. Donc, du coup, voilà. Mais néanmoins, ça reste les RH parce qu'on est une équipe, une quinzaine de personnes. Il y a des développeurs, des designers, des profils techniques qui sont qui restent assez rares. Et du coup, ça coûte cher. Donc, voilà. Donc, c'est RH. Ça doit être facile 70%, je crois, de notre masse financière. Après, c'est de la communication. On fait pas mal de com quand même. Et après, c'est tout ce qui est admin, technique. Voilà. Ok, peut-être une dernière chose en guise de conclusion. Et puis, comme je sais qu'il y a surtout des entrepreneurs de nos programmes qui sont présents ce soir, est-ce que en ce moment, nos entrepreneurs sont en plein sur l'observation, sur la compréhension des besoins clients. Est-ce que tu as peut-être un tips à leur donner ou un conseil à leur donner pour faire de la bonne observation, pour bien comprendre ses clients? Ah bon, alors déjà, le premier conseil, il peut paraître un peu débile, mais c'est de en rencontrer un maximum. Enfin, vraiment, pour les clients, en tout cas, vraiment, franchement, ce sujet d'observation des clients, ou en tout cas de vente, c'est le truc le plus important, enfin, selon moi, hein, c'est le truc le plus important dans une entreprise, quoi. On a un produit, il faut le vendre, c'est comme ça que l'entreprise, elle fonctionne, et qu'elle soit sociale ou d'utilité publique ou quoi, hein, c'est le premier point. Et l'objectif, c'est de se financer aussi et de vivre grâce à ces ventes, pas grâce à des subventions ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le modèle que je défends. Du coup, il faut rencontrer un maximum de clients. Et après, je pense qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité au début et poser des questions très larges, très ouvertes, y aller avec un peu même beaucoup d'innocence. Et voilà. Rencontrer aussi ses concurrents ou les personnes dans cet écosystème, je pense que c'est très important aussi. Et voilà, y aller un peu naïvement. Et puis après, quand même, assez rapidement, je pense, essayer de leur vendre des trucs. Enfin, essayer vraiment de leur vendre vos trucs. C'est-à-dire y aller vraiment de manière concrète et vous leur vendez le truc et vous leur mettez le contrat sous les yeux pour qu'ils signent au bout d'un moment. Et ouais, ils signent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se montreront intéressés, beaucoup de gens qui en parleront, qui trouveront ça génial, qui vous diront c'est trop cool, mais c'est incroyable cette idée, pourquoi personne ne l'a eu et tout. Et finalement, qui derrière, quand on leur demandera de payer pour ce service parce qu'ils ont dit que c'était génial, finalement, ne le feront pas. Nous, sur Goody, il y a plein de gens qui nous disaient putain, c'est génial, je peux faire de la pub et financer des projets. On était trop contents et on se disait putain, il y a tellement de gens qui trouvent ça génial, c'est fou. Et après, quand 2 mois, 3 mois, on revient les voir, on leur dit voilà, on a un site internet, vous pouvez essayer, c'est bon. Et franchement, il y en a, je pense, franchement, sur 50, tu peux en avoir 0 qui signe parce que
il y a un gap radical entre l'idée et le passage à l'action. C'est aussi pour ça que dans l'entrepreneuriat, il faut parler de son idée au début et tout, parce qu'il y a un gap énorme entre ce que les gens pensent qu'ils vont faire et ce que les gens vont faire. D'ailleurs, il y a des bouquins assez rigolos là-dessus, c'est l'économie du don, où justement il parle de cette idée de passage à l'action. Le nombre de personnes qui disent je vais faire un don et finalement ne le font pas ou quoi, il est assez colossal. D'ailleurs, je crois que dans les questions, pardon, je rebondis parce que j'ai peur de pas mentionner. Quelqu'un qui m'a Sur Mohamed demandé, Younous. ouais, c'est Pour une économie plus humaine, le livre. Je ne sais pas si la personne n'est encore là, mais voilà, Pour une économie plus humaine. Donc voilà, dans cette phase d'observation client, 1, rencontrer le maximum, 2, y aller avec beaucoup d'humilité au début et un peu d'innocence et collecter un maximum d'informations et plein de questions, voilà, même si elles ne sont pas intéressantes au début, voilà, parce que la personne en face, il faut la faire accoucher d'un maximum d'informations possibles. Bien comprendre son marché, quoi, ça, c'est crucial, tous les interlocuteurs, tous les acteurs, qui est important, qui achète, qui vend, qu'est-ce qu'il recherche le type en face, qui est la personne qui signe vraiment. Est-ce que c'est vraiment, parce qu'on peut se dire, moi mes clients c'est Carrefour, mais Carrefour c'est 170 000 personnes, c'est qui chez Carrefour? Et en vrai, le client c'est pas Carrefour, le client c'est peut-être 200 personnes en France qui font ce que veut le gars chez Carrefour. Peut-être le directeur des achats chez Carrefour, il y en a un seul et il y a 200 groupes comme Carrefour en France. Quoi. Donc vraiment bien diagnostiquer qui est la bonne personne à laquelle je m'adresse. Et après, le troisième point, donc maximum de rendez-vous, y aller avec beaucoup de naïveté, d'innocence et observer un maximum. Et troisième point, je pense, c'est vendre concrètement, arriver au truc très pratique de bon, bah voilà, j'ai le service, comment on fait, voilà. Même si vous n'avez pas le service derrière, hein, même si votre truc c'est de vendre une voiture et que vous n'avez pas encore créé la voiture électrique, essayez de la vendre et vous verrez si quelqu'un l'achète et ensuite vous la construirez. Quoi. Ça ne sert à rien de la construire si personne ne l'achète derrière. Vous roulerez en voiture électrique, ce qui est déjà très cool. Mais est-ce que c'était l'objet de la création d'entreprise au début? Je ne suis pas sûr. Donc, moi, franchement, même pour, par exemple, ce nouveau produit là qu'on a avec le studio dont je vous parlais tout à l'heure, où on vend des prestations de vidéos, etc., de contenu, on a d'abord vendu le truc et après on s'est dit, ah, mais attends, il faut faire une vidéo, mais est-ce qu'on a un mec qui fait de la vidéo chez Gozid? Ah non, on n'en a pas. Bon, en l'occurrence, on en avait pour ça, mais je veux dire, on aurait pu ne pas en avoir et après on aurait trouvé une solution. Voilà. Donc, il y a un. Voilà. Je ne sais pas si ça est clair. Si, c'est très clair. En plus, ça fait écho avec des conseils qu'on donne à nos entrepreneurs, donc c'est parfait Ok. de l'entendre aussi de ta voix. Quoi. Bah, Génial. parfois parce que ça peut paraître un peu brutal ou ce truc de fake it until you make it, c'est très Startup Nation, c'est pas forcément très adéquat même parfois au monde de l'entrepreneuriat social, solidaire ou même des associations et tout. Mais moi, c'est ce que j'ai voulu faire en créant une entreprise justement, c'est avoir ces réflexes et ces réflexions très pratiques et entrepreneuriales, un peu start-up, machin, pour avoir un impact. Mais après, même si tu fake it until you make it, par contre, je pense que, et c'est ça notre force aussi quand on essaie de créer une entreprise avec une vocation sociale, c'est que normalement, on le fait avec plus d'éthique que d'autres. Ça devrait être une des raisons phares. Et du coup, quoi qu'il en soit, il faut vraiment garder quand même cette responsabilité derrière. Même si je vends une voiture et que je ne l'ai pas, il faut quand même mettre bien les conditions au début pour que ce soit le plus honnête possible. Quoi. Ok, très bien. Bah, ça fait un parfait mot de la fin qui s'adresse du coup à l'ensemble de nos entrepreneurs. Bah, merci beaucoup. Je vois pas mal de messages de remerciements aussi de la part des startups. Cool. On va te libérer. Du coup, je sais que tu me disais que tu as rendez-vous avec Jacques Attali, c'est ça Non, pas du tout. Non, c'est une conférence du coup où j'échange avec et j'anime le truc. Donc, je vais prendre ton rôle, mais ça m'arrive jamais hein, animer une conférence. Même je suis assez stressé en réalité. Mais du coup, avec la directrice sustainability de L'Oréal et la directrice sustainability de Kering, donc Gucci, etc. Et donc, j'ajoute la touche un peu jeune, machin, d'innovation sociale et solidaire et tout. Mais ça va être un échange très différent, je pense, pour le coup, mais rigolo, peut-être marrant. Ok. Voilà. Bah, bon courage pour ta première intervention en tant que présentateur, animateur. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Passe une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Et salut. Ça roule. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Parfait, merci.